œuf maillot, le podcast Native qui vous met l'eau à la bouche. Bonjour François Pasteau. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'Épi du Pain, votre restaurant bistronomique dans le 6e arrondissement de Paris, créé il y a 22 ans. Vous êtes un chef formé à l'École française de la gastronomie Ferrandi, devenu au fil du temps un ambassadeur de la gastronomie durable. Vous portez l'étendard d'une cuisine locavore, de saison, anti-gaspi, et vous êtes engagé pour la protection des ressources, des semences paysannes aux poissons durables en passant par le vin, multimilitant actif, président de l'ONG Éthique Océan et co-créateur de l'association Bon pour le Climat, membre de l'Alliance des cuisiniers Slow Food. On dit aussi de vous que vous arpentez sans cesse la région à la recherche des artisans du bien manger. Récemment, vous avez publié un livre « Manger et cuisiner éco-responsable » et avez organisé une exposition photo itinérante « Changer le climat dans votre assiette ». Et vous avez été récompensé lors de la dernière COP21 de votre combat pour le zéro empreinte carbone. Alors quel est votre secret ou votre potion magique pour être sur tous les fronts à la fois ? Je dors très peu. Je dors pas beaucoup. Voilà, je crois que c'est ça. Non, mais je fais attention. Effectivement, non, je fais beaucoup de choses, mais il faut pas oublier que mon activité principale, c'est je suis cuisinier. Hein, ça, c'est mon métier. Chef de cuisine, c'est ma fonction. Et j'ai un restaurant qui s'appelle l'Épi du Pain, vous l'avez très bien dit. Et avant toute chose, je m'occupe de mon restaurant. Et puis, effectivement, à travers ce beau métier, eh bien, j'essaye de transmettre au plus grand nombre, en fait, les valeurs qui me sont chères, c'est-à-dire être éco-responsable, avoir une alimentation intelligente, tout en respectant la planète et les personnes qui nous offrent ces beaux produits, toutes ces femmes et ces hommes qui sont dans les champs, sur leurs bateaux de pêche, dans leurs élevages. Et encore, on n'a pas parlé de la radio. Et on n'a pas parlé de la radio, oui, qui me fait lever très tôt le matin, parce que je fais une jolie chronique sur RTL à 5h51 tous les matins en direct, où je parle d'un produit et je vais expliquer d'où il vient, ce qu'il faut faire pour le préserver, ne pas le menacer, pouvoir en avoir encore pendant très longtemps, et puis donner une jolie petite recette facile, accessible à tous, pour remettre en fait les Français en cuisine. Et à quel moment vous avez pensé qu'il était temps de prendre votre bâton de pèlerin pour convaincre les consommateurs et les restaurateurs ? Eh bien, je pense que en fait, nous, en tant que cuisiniers, on a un rôle, un devoir important auprès du consommateur qui viennent chez nous dans nos établissements pour leur transmettre nos valeurs et leur expliquer que eux aussi, ils peuvent avoir une alimentation intelligente. Alors qu'est-ce que c'est qu'une alimentation intelligente ? C'est une alimentation qui va respecter la planète, qui va suivre les saisons, qui va nous demander de s'alimenter le plus localement possible, donc des légumes de proximité, des produits de proximité, afin de réduire cette fameuse empreinte carbone. Comme vous le savez, 30% des gaz à effet de serre proviennent de notre alimentation et on peut tout à fait, entre guillemets, décarboniser nos assiettes afin de les rendre beaucoup plus éco-responsable, beaucoup plus durable. Alors, ce terme durable, je n'aime pas beaucoup parce que c'est dur. C'est plutôt être beaucoup plus proche de la nature, être beaucoup plus proche des produits et surtout respecter ce produit. Donc respecter l'humain qu'il y a derrière, parce que vous savez, dans le mot durabilité, on oublie de mettre l'humain, et c'est vraiment l'humain qui est au centre de tout. C'est respecter les femmes, les hommes qui nous offrent ces beaux produits, parce qu'ils les élèvent, ils les cultivent d'une belle façon pour préserver la planète, pour notre bien-être et pour les générations à venir. Vous estimez qu'un gros mangeur de viande fait bien pire pour la planète qu'un végétarien en 4x4 ? Vous pouvez développer, vous venez de parler de l'empreinte carbone, mais vous pouvez développer cette phrase ? Oui, alors si vous voulez, plus de végétaux dans les assiettes diminue énormément l'empreinte carbone. C'est sûr que ce que je veux dire par là, et d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai dit, cette jolie phrase, elle vient pas de moi, hein, je l'ai reprise une fois et d'ailleurs je l'ai dit, je me rappelle même plus qui l'a dit, cette jolie phrase, hein. Mais c'est très intelligent parce que effectivement, quand on végétalise beaucoup plus nos assiettes, on réduit cette empreinte carbone très simplement. L'association Bon pour le Climat, fondée en 2014, compte une centaine de restaurateurs qui s'engagent à proposer sur leur carte au moins 2 entrées, 2 plats de dessert bons pour le climat, avec plus de végétaux et moins de protéines. Est-ce que ces plats sont identifiables facilement par le consommateur, genre par un logo ou une annotation sur le menu ? Enfin, comment on peut les reconnaître ? Alors avec Jean-Luc Fessard, quand on a créé cette association Bon pour le Climat, juste un peu avant la COP21, c'était justement pour interpeller les consommateurs, mais aussi les autres restaurateurs à décarboniser leur assiette, donc à mettre plus de végétaux, moins de protéines animales. Et avec Jean-Luc, on a beaucoup travaillé là-dessus.
Parce que, en fait, dans notre ADN de cuisinier, et l'ADN française des cuisiniers, souvent on parle des protéines animales en premier, et on les accompagne de quelques légumes, voire de pommes de terre, de fruits, et pas le contraire. Et même, ça commence d'ailleurs dès notre plus jeune âge dans les écoles hôtelières, où vraiment, on va dire, on va cuisiner un poulet cocotte grand-mère, et puis on va l'accompagner de... On appelle ça l'accompagnement d'ailleurs. Et donc, pour justement interpeller le plus grand nombre, moi j'ai décidé d'inverser les appellations et de commencer par les végétaux. Comme je le fais en fait quand je construis mes assiettes, mes plats, je pars toujours de végétaux que je vais accompagner de protéines animales. Et alors, sur ma carte, je commence donc par les végétaux, ce qui va interpeller le consommateur, qui va poser des questions. Mais pourquoi le chef, il annonce les plats comme ceci? Et d'ailleurs, c'est assez drôle. D'ailleurs, quand ils passent leur commande, plutôt que de dire je voudrais ce morceau de viande, ce morceau de poisson, ils vont vous dire je veux les blettes, je veux les épinards, je veux la fricassée de légumes. Enfin, bon, donc le serveur qui est en salle, il a plutôt intérêt à bien connaître sa carte, parce que s'il ne sait pas ce qui accompagne les légumes, puisqu'il n'a pas l'habitude de la démarche, il peut être un peu perdu et dire mais qu'est-ce qu'il me commande? Voilà. Et d'ailleurs, comment abordez-vous vos confrères pour les convaincre de suivre le mouvement? Alors le plus compliqué pour un chef, effectivement, c'est de diminuer les portions de viande ou de poisson. Parce que il a peur de la réaction du client, du consommateur, qui va voir un morceau de viande ou de poisson beaucoup plus réduite dans son assiette, avec plus de végétaux. Il a l'impression d'être lésé. Donc c'est là où il y a tout un travail de communication en salle à faire avec l'équipe en salle. C'est là où le travail en salle est très important et de toute façon est toujours très important, parce que les serveurs, c'est vraiment notre voix, ce sont ceux qui vont expliquer la démarche, ce sont ceux qui vont expliquer ce qu'il y a dans ce plat et qui vont mettre en fait l'eau à la bouche aux consommateurs, à nos clients. Et donc, quand le client va leur demander pourquoi c'est marqué de la sorte, c'est à eux d'expliquer que c'est parce que la démarche est de mettre plus de végétaux pour réduire l'empreinte carbone. D'expliquer au client pourquoi le morceau de viande est un tout petit peu plus petit, mais lui expliquer surtout qu'au bout du compte, in fine, il sera rassasié, il ne va pas avoir faim, il ne faut pas qu'il soit inquiet. Et aussi, il y a des clients qui pourraient nous titiller, nous dire « Ah bah oui, vous mettez moins de protéines animales, donc les assiettes vous coûtent beaucoup moins cher. » C'est pas vrai. Hein, les végétaux, les bons légumes, coûtent un peu plus cher que les mauvais légumes, on va dire. Mais de toute façon, in fine, quand vous achetez un légume de proximité, local, bio, en saison, vous allez pouvoir utiliser ce légume jusqu'au bout, donc absolument pas le gaspiller, contrairement à un légume de mauvaise qualité, où vous allez devoir le parer, devoir beaucoup plus le laver, donc ça va être beaucoup moins bon pour votre santé, pour votre bien-être, et in fine, un légume de qualité ne va pas vous coûter plus cher qu'un légume de mauvaise qualité. Vous allez revenir sur votre investissement, que ce soit au niveau nutrition, que ce soit au niveau santé aussi. Et puis en plus, vous allez protéger la planète et aider ces personnes qui en fait, parce qu'on oublie souvent d'en parler, vous savez, on parle beaucoup des cuisiniers, on parle beaucoup des chefs, voilà. Mais on oublie de parler de toutes ces personnes qui font partie du rayonnement de la gastronomie française. Je veux parler des agriculteurs, de tous ces artisans qui nous offrent ces beaux produits, sans qui on ne pourrait faire une cuisine gastronomique. Donc c'est eux qui devraient être encore plus en avant par rapport à nous. C'est pour ça que quand je parle d'environnement, quand je parle d'alimentation éco-responsable, je mets toujours en avant ces femmes et ces hommes, parce que ce sont eux qui travaillent durement dans leur structure et que l'on doit soutenir, c'est-à-dire payer ces produits au juste prix pour qu'ils puissent en vivre dignement. Un agriculteur sur 3 gagne moins de 500 € par mois, donc c'est inadmissible. C'est ce que j'ai pu constater de mes propres yeux quand je me suis promené pour faire cette fameuse exposition itinérante sur les végétaux dont vous avez parlé au début de votre interview. Et bien, j'ai rencontré des personnes formidables qui travaillent la terre d'une très belle façon pour préserver notre planète, pour notre bien-être, pour notre santé et pour les générations à venir. Et
ces personnes-là, bien souvent, n'arrivent pas à gagner leur vie. Pourquoi? Parce que le consommateur, monsieur et madame tout le monde, je dirais, n'a pas compris qu'ils avaient à soutenir et à payer au juste prix. Ils n'ont pas compris également que quand ils achetaient des aliments de très grande qualité comme ceci, ils allaient faire du bien pour le climat, faire du bien pour la planète, faire du bien pour les générations à venir, mais avant toute chose, égoïstement, ils allaient se donner du bien-être pour leur santé, pour pouvoir vivre en pleine forme longtemps. C'est par conviction que vous avez instauré la chasse au gaspillage dans votre établissement. Pouvez-vous évaluer les résultats de ces bonnes pratiques en termes d'économie aujourd'hui ou nous donner un peu des informations? Alors, moi, vous savez, je suis né dans les années 60 et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué des valeurs toutes bêtes qui existaient. Alors, on ne parlait pas d'environnement à l'époque, hein, mais on faisait attention à tout. On finissait son assiette, on ne gaspillait pas, on faisait les plats du lendemain avec les restes de la veille. Et tout simplement, on respectait le produit, je dirais. Donc, j'ai appris à ne pas gaspiller. J'ai appris à essayer de ne rien jeter au maximum. Après, j'ai fait cette belle école qui s'appelle Ferrandi Paris, où j'ai rencontré d'autres chefs qui m'ont inculqué ces mêmes valeurs. Et au fur et à mesure, avant de m'installer, j'ai été, vous savez, commis, chef de partie, second, chef de cuisine. Et j'ai rencontré des chefs qui avaient la même philosophie. On ne gaspille pas, on respecte le produit, etc. Donc, quand je me suis installé, je dirais, j'ai toujours fait attention à utiliser le produit jusqu'au bout. Parce que c'était en moi, ça fait partie de ma philosophie. Mais vous savez, ce que j'aime aussi dire, c'est que plus on monte en gamme, plus il y a de gaspillage alimentaire. C'est un peu triste. Il ne faut pas faire des généralités. Mais c'est vrai que plus on monte en gamme de restauration, plus il y a de gaspillage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le routier ou le bistrot du coin, lui, s'il ne fait pas attention, s'il ne gaspille pas, il ne va jamais y arriver. Quand il vend des menus à 10 ou 15 euros, la seule façon de s'en sortir, c'est d'utiliser le produit jusqu'au bout. Et après, plus vous montez en gamme, et plus en fait, vous avez moins à faire attention si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'avez pas ça dans votre ADN. Donc, je dirais, les grands palaces ont plus tendance à gaspiller que le bistrot du coin. Mais encore une fois, vous savez, moi je reste très humble par rapport à ce sujet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes venu me voir pour m'interviewer, mais avant moi j'ai eu des aînés qui font ce métier d'une très belle façon depuis très longtemps. Alors je vais en citer quelques-uns. Olivier Rollinger à Cancale, qui a toujours fait attention à la planète, qui a toujours fait attention aux ressources maritimes, qui a toujours fait attention dans sa cuisine, alors que c'était un 3 macarons, à ne pas gaspiller. Vous voyez, comme ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des généralités. Vous avez Régis et Jacques Marcon, qui sont à Saint-Bonnet-le-Froid, extraordinaires aussi. Eux, ils ont une belle démarche depuis des années. Donc, je veux dire, j'ai rien inventé. Je suis, moi, vraiment, je suis un cuisinier qui fait attention, mais qui est suivi en fait la trace aussi de mes aînés. Vous avez Michel Bras aussi. Et puis, je pourrais en citer plein d'autres. Hein. Donc, je ne suis pas le seul. Et il faut rester très humble par rapport à ce sujet, parce que chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, à son niveau. Et je ne suis pas parfait, et je ne suis pas un donneur de leçons non plus. Ça, c'est important. Ça serait formidable, justement, que c'est ce que vous faites un petit peu donc, grâce à l'émission sur RTL, c'est de donner l'exemple à tout un chacun, c'est-à-dire quotidiennement, chez nous, à la maison. Et dans votre livre, on peut voir comment utiliser un produit jusqu'au bout, comme vous le dites. Voilà, alors vous avez raison, parce que dans mon livre « Manger, cuisiner, éco-responsable », en fait, j'ai fait un livre de cuisine. Je ne voulais pas faire un livre de cuisine de recettes, ça ne m'intéressait pas. Je voulais faire un livre pour transmettre, en fait, mes valeurs et expliquer qu'on pouvait se faire plaisir, parce que c'est ça, c'est cuisine plaisir, avec de bons produits, ça ne coûtait pas plus cher, et en utilisant ce produit jusqu'au bout. Donc dans ce livre, je suis parti de 20 produits, et j'ai décliné en 50 recettes. Donc ça veut dire qu'il y a des produits que j'ai déclinés en 2 ou 3 recettes, chaque produit, pour vraiment optimiser ce produit et montrer qu'on peut l'utiliser de A à Z, tout en s'amusant, avec des recettes très simples, accessibles à tous. Parce que ce que je reproche souvent aux livres de cuisine trop compliqués, c'est qu'ils sont très jolis, mais
le cuisinier ou la cuisinière qui n'a pas autant d'expérience que nous, et parce que c'est pas son métier, il n'arrive pas à faire les recettes. Donc il faut vraiment lui donner des recettes simples à réaliser. Parce que vous savez, pour moi, la cuisine gastronomique, c'est quoi? La cuisine gastronomique, c'est on part d'un bon produit et on va le cuisiner le plus simplement du monde. Voilà, c'est ça. Après, vous avez de la cuisine de haute voltige. Les 3 macarons, les 2 macarons, vous savez, les 2-3 étoiles, où effectivement ils vont faire une cuisine d'exception, que j'adore aussi, hein, que je respecte beaucoup, c'est super, le travail qu'ils font c'est extraordinaire. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc donner des recettes très compliquées au consommateur, ça ne va pas lui donner l'envie de retourner dans sa cuisine. Par contre, je pense que ce que je fais tous les matins sur RTL, c'est vrai que je donne une recette très simple, je vais leur parler du produit, leur expliquer ce qu'il faut faire attention, si on peut faire une petite recette en utilisant tout le produit aussi, c'est pas mal. Et puis surtout, je vais leur redonner quelque chose d'accessible qui va leur redonner l'envie de cuisiner en famille, parce que c'est un super moment convivial de cuisiner en famille. C'est là où vous commencez, attendez, vous faites ça avec vos enfants, vous commencez à cuisiner tous ensemble, vous vous mettez en appétit, comme on dit. Donc vous allez parler un peu de cuisine, mais quand vous parlez de cuisine, en épluchant votre carotte, votre navet, et ben vous allez raconter votre journée. Mais si le début, c'est l'entrée en matière du repas à table, et la conversation va continuer, et c'est ça. Et c'est quand même, ça fait partie de notre culture française. Hein, la culture française, c'est on va préparer un bon repas et on va s'attabler tous ensemble. Et ça, il ne faut pas le perdre, parce que c'est vraiment l'ADN de la France. On a un beau pays avec des très beaux paysages, des très belles régions, avec des personnes qui font ça avec leur cœur. Et je dirais même des très jeunes qui arrivent dans les métiers difficiles comme l'agriculture, l'élevage, qui sont convaincus qu'ils vont pouvoir faire quelque chose de bon pour la planète aussi, qui arrivent avec des schémas économiques complètement différents, mais qui sont en train de prouver aux plus vieux qu'on peut avoir une agriculture différente, on peut avoir une façon de penser différente, beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus proche de la terre, beaucoup plus respectueuse, et arriver à nourrir le plus grand monde avec ça. Justement, Valentine de Ganay était la précédente invitée d'œuf maillot. Elle est associée sur les jardins de Courrance à Tomato & Co, une start-up qui met en place des potagers dédiés et propose des légumes bio de saison toute l'année. Comment est né votre partenariat avec Tomato & Co et que pensez-vous de ce nouveau mode de distribution ? Alors, le partenariat, il est né toute bête d'une rencontre. Vous savez, ça devait se faire. En fait, c'est un jour, le responsable de Tomato & Co est passé à la boutique déjeuner comme ça en toute simplicité, et il a vu la démarche que j'avais, et donc c'est à ce moment-là qu'il m'a proposé de prendre une parcelle. Donc je loue une parcelle potagère, 250 mètres carrés. C'est assez petit, hein. On l'a vu, oui. Vous l'avez vu? Oui. Et puis dessus, ils font pousser des légumes. Alors, ce qui est intéressant pour un cuisinier, c'est qu'en début de saison, on fait ce qu'on appelle un plan de maraîchage avec le chef maraîcher. Et je lui dis, tiens, j'aimerais bien que si tu peux me faire pousser telle variété de tomates, etc. Et après, c'est la nature. Et pour un cuisinier, c'est superbe de voir alors ces légumes pousser, mais aussi de comprendre aussi toute la contrainte qu'il y a avec les légumes, avec la nature, qui en fait est maître, est notre maître, parce qu'on ne peut rien faire contre la nature. C'est à nous de nous adapter. Donc moi, c'est vrai qu'au début, il m'a dit, mais, je sais pas, tu veux des légumes, des petits légumes, des gros légumes? J'ai dit, non, mais moi, je veux des légumes. Je ne vais pas te demander des légumes calibrés, j'en veux certainement pas. Moi, je veux des légumes qui poussent, et c'est à moi de m'adapter en tant que cuisinier par rapport à ce que je trouve. Et c'est pas à la nature de s'adapter à moi. Ça, c'est très important de le dire. Après, il y a les aléas climatiques. Cette année, il y a eu énormément d'eau au mois de juin, mai-juin. Ça a posé des problèmes. Ça a posé des problèmes partout en France, aussi bien dans le maraîchage, avec certains légumes, dans la vigne, pour ceux qui travaillaient en bio. Le mildiou a attaqué les vignes, ça a été très compliqué pour les vignerons. Et ça aussi, on ne parle pas beaucoup du vin, mais le vin aussi subit le changement climatique. Et c'est ça souvent, c'est que, vous savez, ceux qui font du travail propre, enfin qui travaillent proprement, pardon, ce sont ceux qui vont être le plus sanctionnés. Alors, ils vont être sanctionnés souvent parce que on ne veut pas acheter leurs légumes au juste prix, leurs produits au juste prix. Ils vont être sanctionnés parce que la nature est souvent pas très sympa avec eux. Et c'est pas très juste.
alors qu'ils travaillent dans le bon sens pour notre bien-être, pour le bien-être de la planète. Pour revenir à Tomato Eco, donc c'est vrai que c'est une parcelle potagère en bio, et pour moi c'est extraordinaire parce que bon, c'est pas tout près de Paris, en plus ils ont mis en place une logistique pour pouvoir me livrer. Alors moi ça ne veut pas dire que j'y vais jamais, j'y vais de temps en temps, mais c'est assez pratique. Mais ce qui est sympa, c'est effectivement d'aller voir ces légumes pousser, de pouvoir les arracher aussi. C'est un cuisinier. Quel est le cuisinier qui n'a pas rêvé, qui ne rêve pas d'avoir son potager? C'est extraordinaire. Donc pour un Parisien, c'est génial. Je crois beaucoup plus à ça que l'agriculture urbaine, enfin qui quand même reste limitée. Alors, je ne vais pas dire que c'est pas bien hein, de faire pousser des trucs sur les toits. Très bien. Mais ça reste quand même assez limité. On ne peut pas tout faire pousser sur un toit parisien. Par contre, je travaille aussi avec la ferme urbaine de Saint-Denis, la zone sensible, qui a récupéré 1 hectare au milieu des tours à Saint-Denis. Et là, c'est intelligent. Là, il y a vraiment de la vraie terre avec de la profondeur, etc. C'est beaucoup plus accessible et intelligent. Vous travaillez également étroitement avec Olivier de Seine, meunier Oui. de son état. Oui. Vous êtes très impliqué dans toutes les étapes de fabrication des farines et faites votre pain vous-même depuis des années, toujours aujourd'hui? Oui, toujours aujourd'hui. Ça fait 23 ans que j'ai ouvert les Pies du Pain et ça fait 23 ans que je fais mon pain. Alors, d'abord, c'est une symbolique parce que quand j'ai repris ce restaurant, il ne s'appelait pas du tout comme ça, donc j'ai créé un nom, il a fallu que je trouve un nom. Et je voulais faire mon pain. Et je l'ai appelé l'Épi du Pain pour faire un jeu de mots avec la rue du Pain. Et j'ai fait mon pain en forme d'épi. Et vous savez, pour moi, c'était d'ailleurs sympa parce que, du coup, le pain, il n'est pas tranché ici. On casse la croûte. Donc voilà, on casse la croûte et après, donc on partage. C'est du partage. Et ça commence comme ça. Et ça me permet aussi de bien gérer ma production de pain par rapport aux réservations. Je sais exactement ce que je vais produire puisque je le pétris le matin pour le midi et l'après-midi pour le soir. Donc il y a 2 fournées par jour. Et avec cette très belle farine qui permet d'avoir une farine bio de proximité. C'est vrai que je suis allé sur place voir Olivier qui m'a expliqué toute la fabrication. J'apprends plein de trucs. Vous savez, je ne sais pas tout. Hein. Donc j'ai appris plein de choses sur les meuniers. Quoi. Voilà, la farine, bon, tout le monde sait comment c'est fait grosso modo. Mais quand vous la voyez vraiment, quand vous voyez de A à Z comment est réalisée la farine, c'est intéressant. C'est toujours intéressant. Et vous avez appris en termes de semences également? Alors, après, en termes de semences, oui, c'est vrai que je me bats avec l'Alliance des cuisiniers Slow Food, on se bat pour la préservation des semences, pour avoir le droit d'utiliser ces semences paysannes, de se les partager. Hein, parce qu'il faut garder cette belle diversité des semences que l'on a dans notre pays. Parce que aussi c'est ça l'avenir, on a besoin de manger de plus en plus de végétaux, donc il ne faut surtout pas réduire la variété de nos semences et surtout laisser des grands groupes s'accaparer, qui est le cas actuellement, s'accaparer en fait notre alimentation. Vous savez, nous en tant que consommateurs, on a le droit de choisir ce que l'on veut manger. On ne peut pas nous retirer ce droit. Et c'est souvent ce que j'explique à mes clients, c'est on a une force énorme par rapport à tout le monde. Par rapport à l'agroalimentaire. Si vous dites « je ne veux plus de tel produit », s'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y aura plus de vendeurs. Hein, donc le gouvernement, il peut essayer de voter toutes les lois du monde qu'il veut. C'est quand même vous, le consommateur, qui avez, entre guillemets, le dernier mot en disant « non, mais moi je ne veux pas des œufs de batterie, je veux des œufs plein air, bio ». Voilà. Donc, et ça va amener tout le monde à se remettre à faire des œufs de plein air et bio, par exemple. Vous avez récemment reçu Pierre Rabhi dans votre restaurant. De quoi avez-vous discuté? Un projet en commun peut-être, justement, par rapport à ce que vous expliquez? Non, pas un projet en commun. C'est une personne que, oui, j'étais ravi de l'accueillir. J'étais vraiment très content. Alors, on a échangé, mais vous savez... Des recettes. On a échangé, oui, on a parlé d'environnement tout simplement, et puis j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. C'est vrai que j'étais un peu intimidé par rapport à lui parce qu'il a fait tant de choses depuis tant d'années que pour moi c'était extraordinaire de pouvoir discuter directement
avec lui. C'est comme une fois, j'avais eu la chance de rencontrer Vandana Shiva. C'était pendant la COP21 au Grand Palais. On s'est croisés rapidement parce qu'elle était évidemment demandée par tout le monde. Donc j'ai eu la chance de me retrouver sur le même plateau qu'elle. On a pu parler un tout petit peu ensemble. Mais c'est vrai que c'est des personnes qui se battent depuis très très longtemps, qui aussi m'ont aidé à avancer dans ma démarche environnementale et qui m'ont aidé à me construire. Vous savez, on vient toujours, je veux dire de quelque part, oui forcément, mais notre façon de grandir, eh ben, c'est aussi grâce à de belles rencontres, comme des rencontres avec Pierre Rabhi, avec Vandana Shiva, avec d'autres chefs, avec d'autres personnes moins connues aussi. Et c'est ça la force humaine, je veux dire, si on peut dire comme ça, c'est l'échange, la transmission, le respect. Le respect, c'est... Vous savez, à l'heure actuelle, ce qui cloche beaucoup dans ce monde, c'est le manque de respect. À tous les niveaux. Quand on aura réussi à remettre cette belle valeur, cette valeur puissante du respect, de l'humain, on va pouvoir avancer beaucoup plus loin. Mais il faudrait vraiment que toutes ces belles valeurs de base, parce que ces valeurs de base, reviennent. Aujourd'hui, vous êtes président de Éthique Océan. Comment vous les avez connus? Alors, Éthique Océan, ça a été une belle rencontre qui a été faite grâce au poissonnier qui était au coin de la rue, qui s'appelle Bruno Gauvin, qui tenait la poissonnerie, qui l'a tenue pendant presque 20 ans. La poissonnerie de Gérard Depardieu. Oui, avant c'était Bruno Gauvin, qui est un meilleur ouvrier de France. Donc on était assez proches. Et Et un jour, je m'interpellais parce qu'on parlait beaucoup du thon rouge. Thon rouge qui était menacé. Et je me posais la question, mais qu'en est-il des autres espèces? Voilà. Et c'est là où Bruno m'a dit, écoute, je vais te faire rencontrer Elisabeth Vallée, donc, qui était déjà la directrice de SeaWeb Europe, qui s'appelait à l'époque SeaWeb Europe, qui est devenue Éthique Océan par la suite. Et donc il m'a fait rencontrer Elisabeth Vallée, qui m'a aidé à comprendre qu'il n'y avait pas que le thon qui était menacé, mais qu'il y avait énormément d'autres espèces. Et donc j'ai commencé à travailler avec elle sur le sujet, et puis à n'utiliser plus que des poissons qui sont issus de la pêche durable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Éthique Océan, chaque année, édite un guide des espèces que vous pouvez aller voir sur le site internet www.ethique-océan.org, qui en fait, avec l'aide des scientifiques, vont vous expliquer et vont surtout vous accompagner pour vous dire, oui, tel poisson n'est pas menacé, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci, ou celui-là, il vaut mieux le laisser tranquille. Donc de fil en aiguille, je suis rentré dans le conseil d'administration, je suis devenu dans un premier temps trésorier, et après j'ai pris la présidence d'Éthique Océan. Et d'ailleurs, pourquoi ils faisaient partie de SeaWeb? Pourquoi ils se sont séparés d'eux? Pourquoi ils ont changé de nom? Parce qu'à la base, SeaWeb Europe était une entité à part de SeaWeb International. En fait, SeaWeb a été créé par une Américaine qui a créé après d'autres entités, Asie-Pacifique, Europe. Et à un moment donné, ils ont voulu se recentrer sur les États-Unis et sur l'Asie, et on a pris notre indépendance. Donc ils nous ont laissé un petit laps de temps où on a gardé le nom SeaWeb Europe, et après il a fallu qu'on ait notre propre nom puisqu'on est complètement à part maintenant, même si on a la même démarche, comme d'autres ONG, hein, vous avez Bloom, vous avez WWF aussi, vous avez Greenpeace, vous avez Oui, il y a Sea Shepherd. Sea Shepherd aussi. Quelles sont vos actions, vous, par rapport justement à une ONG comme Sea Shepherd qui est très peut-être agressive, oui. Alors nous, on n'est pas agressif, on est pédagogique en fait. C'est-à-dire qu'on se bat pour la même cause, mais on va surtout accompagner en premier les professionnels, que ce soit les pêcheurs, les marailleurs, les restaurateurs, les poissonniers, les traiteurs, à n'utiliser que des poissons qui sont issus de la pêche durable. Donc ce sont des poissons dont les stocks sont suffisamment importants pour ne pas mettre en péril les espèces. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous avez des bons résultats? Et on a des bons résultats. On a de plus en plus de restaurateurs qui signent notre charte, hein, et qui font très attention à la préservation de ces océans. On a Olivier Rollinger, donc, qui préside ce joli concours qui s'appelle le concours Olivier Rollinger, qui s'adresse aux jeunes d'école hôtelière, mais aussi aux jeunes cuisiniers de moins de 35 ans. C'est un concours européen. On fait travailler tous les cuisiniers d'Europe. Et également, cette année, au mois de novembre, on traverse l'Atlantique et on va faire ce même concours à Montréal.
Vous voyez, on commence à se mondialiser aussi également. C'est bien. Donc c'est un concours qui est fait, en fait, ils ont à faire quoi? Ils ont à faire une recette gastro, une recette grand public, ils achètent leur poisson, ils vont expliquer pourquoi ils ont voulu faire ce concours, pourquoi ils ont choisi ce poisson et quelle est leur démarche. C'est vrai qu'à travers ce concours, on rencontre beaucoup de jeunes et je peux vous dire que c'est pour ça que moi je suis très optimiste par rapport à l'avenir. Parce que tous ces jeunes, ils sont motivés et ils ont une approche complètement différente que nous pouvions avoir, nous, quand nous étions jeunes, par rapport à notre beau métier de cuisinier. Et ils vont être bien meilleurs que nous encore. Parce que ils ont compris... Dans l'éthique. Dans l'éthique. Ils vont être, oui, dans l'éthique. Parce qu'ils ont compris que, on n'a pas été parfait. Nous, on a commencé à faire des choses, mais c'est à eux de continuer à faire de très belles choses pour préserver notre planète, surtout la sauver, je vais dire, sauver. Et ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils fassent une cuisine plaisir, qu'il fallait qu'ils se fassent plaisir, donner du plaisir aux autres, mais surtout en respectant les produits et la planète. Votre exposition Changer le climat dans votre assiette a été lancée en septembre dernier lors de la fête de l'humain. Où j'ai eu l'occasion de le voir. Est-ce qu'elle déclenche des réactions de la part du public et où est-ce qu'on peut la voir en ce moment où elle tourne? Voilà, alors en ce moment elle tourne, elle est à Tours jusqu'au mois d'octobre. Donc vous pouvez la voir, elle est à la Villa Rabelais, c'est la cité de la gastronomie à Tours. La totalité de l'exposition, c'est 120 panneaux de 80 sur 1,20 m. À Tours, il y a 80 panneaux d'exposés, donc vous avez une grosse partie de l'exposition. En fait, c'est parti d'une idée. Alain Fouret, c'est un client et ami qui avait fait d'autres expositions, notamment sur une exposition sur le recyclage, toutes les matières qui sont recyclées, comme les vieilles piles, les vieux métaux, etc., etc. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit « François, par rapport à tes démarches sur les végétaux, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose sur les végétaux, qu'on mette en avant les végétaux. » Donc, je lui dis c'est une super idée, mais on ne va pas rester que sur la région parisienne, on va aller dans d'autres régions. Donc, je vais venir avec moi 3 autres chefs qui sont Nadia Samut pour le Luberon, David Royer pour Lussac-les-Châteaux de la région de Poitiers et Jacques Marcon, le fils de Régis, pour la Haute-Loire à Sabonnais-le-Froid. Pour écrire les textes, je fais venir Paul Masson, qui est la directrice en chef de l'Humanité, qui est très impliquée sur tout ce qui concerne l'environnement, les chefs, enfin, c'est une épicurienne qui adore ça. Et c'est une très belle rencontre que j'avais faite il y a quelques années. Tout de suite, quand j'ai voulu trouver une plume, une belle plume, parce qu'elle a une très belle écriture et elle est surtout très impliquée sur tous ces sujets, je me suis dit, c'est elle qu'il faut qu'ils viennent dans cette expo rejoindre le petit groupe. On est 4. Et puis la femme de Alain Fouret, Béatrice Fouret, qui elle s'occupe de scénariser un peu tout ça. Voilà, donc on est 4 à la base, plus ces 3 chefs qui sont venus nous rejoindre. Donc c'est une petite équipe de volontaires. On a été se balader dans les 4 coins de France, chez les chefs qui nous ont présenté leurs maraîchers. Et elle va revenir à Paris? Elle va revenir à Paris, oui, elle va revenir à Paris prochainement. Donc on a plusieurs, je ne vous dis pas où encore, mais ce sera une surprise. Mais vous le direz? Oui, je vous le dirai, elle va revenir. Donc c'est vraiment une exposition qui, en fait, va se balader pendant longues années parce que les légumes ne changent pas non plus, et puis le sujet reste le même. Donc c'est à la fois ludique et pédagogique. C'est une exposition grand public qui s'adresse à tous, gratuite toujours, pour justement, en fait, éveiller un peu tout le monde par rapport à cette alimentation responsable. Pour terminer, après 23 ans maintenant à la tête de l'Épi du Pain, quel est votre état d'esprit sur la restauration? Eh bien, la restauration, moi, je trouve que ça évolue dans le bon sens. Il est très difficile de mal manger en France maintenant, en restaurant. Oui, vous n'avez pas l'air sûr, mais moi je vous dis c'est de mieux en mieux. Alors, vous pouvez toujours faire une mauvaise pioche. Évidemment, il existera toujours ce qu'on appelle des marchands de soupe. Bon, il y en a. Mais quand même, l'énorme majorité des restaurateurs français font très bien leur métier. Que ça soit des corners, vous savez, la restauration rapide, qui a pris une ampleur énorme pour répondre à une attente. Mais c'est pas pour ça que c'est de la malbouffe. Bien au contraire. Souvent, ce sont des jeunes chefs qui sont issus de la gastronomie, qui ouvrent des corners parce que ils ont envie de se faire plaisir, de faire plaisir aux consommateurs et de leur montrer qu'on peut faire de la restauration rapide avec des produits de qualité. Donc ça c'est monté en puissance d'une très belle façon. Et puis la restauration en général, due à, on va dire, la crise économique, due à beaucoup de choses, due à que aussi le consommateur est de plus en plus exigeant, de plus en plus informé, tout le monde a dû faire
de plus en plus attention. Et donc je pense que c'est ça qui explique aussi que la restauration, enfin en France, s'est nettement améliorée parce que le consommateur sait faire la part des choses et n'a pas envie de se faire avoir, il a envie de manger des bons produits et avant d'aller quelque part, il va se renseigner. Un bon plan, une adresse à nous dévoiler? Le père Claude à Paris, que je connais, qui est installé, qui lui est un bistrotier, qui a un bistrot, mais c'est pas vulgaire ce que je dis, il n'y a pas du tout. Il a un restaurant, mais il a voulu garder ce côté bistrot. Mais lui, je peux vous dire, c'est pareil, c'est mon aîné, il travaille. Voilà, tiens, lui, alors, parce que c'est vrai que je vous ai parlé de plein de restaurants étoilés, mais c'est vrai que lui, il n'a pas d'étoile, mais il travaille les produits depuis très longtemps, les bons produits depuis très longtemps, il les respecte depuis très longtemps, il fait très, très bien son métier. Donc vous voyez, il est beaucoup moins connu des médias que d'autres. Voilà. Juste une adresse où on pourrait se procurer de bons légumes de saison à Paris. De bons légumes de saison à Paris. Bon, vous avez Terroir d'Avenir qui est rue du Nil à Paris où vous trouvez des très bons légumes. Vous avez en tant que particulier. En tant que particulier, oui. Vous avez sur le marché de Saxe, avenue de Saxe à Paris aussi. Vous avez des maraîchers qui viennent vendre en direct. Il est dans le 7e arrondissement. C'est pas Raspail? Non, Saxe. Ah, je ne le connais pas. Marché de Saxe? Oui. Il y a de très bons légumes aussi. En fait, je dirais, quand vous allez sur un marché, allez chez les maraîchers, vous allez les voir. Normalement ils le marquent quand ce sont eux qui vendent leurs produits. Après, essayez de savoir comment ils les font pousser, faites-les parler. Intéressez-vous à leurs produits. Vous savez, ils seront ravis. C'est là où commence l'échange aussi. Vous savez, si vous allez discuter un peu avec eux, si vous prenez le temps de discuter avec ces maraîchers qui viennent vendre leurs légumes en direct, eh ben, eux, ils vont être ravis de pouvoir parler de leurs légumes, parler de ce qu'ils font. Et vous allez voir, il va y avoir un échange amical. Et c'est ça la vie aussi. C'est de se parler, s'échanger, de se donner des conseils, des trucs. Et quand vous reviendrez les voir la semaine d'après, eh ben, je suis sûr que si vous leur dites ah ben tiens j'ai fait ça avec vos légumes, je me suis régalé, ils vont être ravis. Et là vous allez leur donner l'envie de continuer en fait, parce que c'est des métiers difficiles. Vous savez, c'est des métiers super difficiles. Les mains dans la terre, c'est hyper compliqué. Moi j'ai un petit potager dans le sud de la France, mais un tout petit truc que je fais pousser parce que c'est loin, donc voilà. Pour l'instant un tout petit truc, mais j'espère dans un avenir proche, pouvoir faire un potager beaucoup plus grand et vraiment m'amuser. Et je peux vous dire que c'est compliqué. Hein. C'est pas évident. La terre. Donc j'ai énormément de respect pour toutes ces personnes. L'humain, le respect. Et puis toutes ces saveurs qui font partie de nos souvenirs. Vous savez, quand je fais mes chroniques, souvent je dis, l'autre jour je fais un truc sur les figues. Et je disais, j'ai commencé ma chronique comme ça, vous savez, que je les aime, ces figues qui me rappellent des souvenirs d'enfance, quand j'étais gamin à Fayence, dans le Var, où je, ramassais les figues au pied du figuier et les mangeais comme ça. Et c'est vrai, ça fait partie des souvenirs, ça. Et c'est génial. On ne vit que de souvenirs. Mon papa, il aimait dire ça, on ne vit que de souvenirs. Et c'est vrai, on ne vit que de souvenirs. Et de découvertes. Et de découvertes. Mais les découvertes arrivent. Après les découvertes arrivent les souvenirs. Donc évidemment, avant toute chose, c'est les découvertes, c'est l'humain, c'est l'échange, c'est le partage. Vous voyez, là, on a discuté ensemble. Enfin, j'ai surtout fait un monologue parce que vous m'avez posé quelques questions, mais on a échangé. Et ça, c'est génial d'échanger. Ça fait partie de la vie. Merci beaucoup.